murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello. Hello. How you doing? I'm good, et toi? Ça va. T'avais un peu cette espèce de level de bilingual? C'est effectivement... Duolingo, Erasmi. Non. Toi, t'es genre cinquolingo. Ou Cinquolingo? Septilingo. C'est. Ouais. Comment allez-vous ce soir ou ce matin? Ou cet après-midi. Ou Les heures de pointe, c'est 10 10h du matin et 15h de l'après-midi. Donc, en gros, nos écouteurs se fichent de leur boulot. Et pendant les heures de travail en semaine, ils écoutent notre podcast. C'est vrai. Voilà, vous êtes... Et moi, je suis assez ravie que vous écoutiez ce podcast pour fuir votre patron et fuir vos responsabilités de la journée. Ça se trouve, ça les aide à se concentrer ou... Enfin, moi, j'aime bien, c'est un peu rebelle. Ouais, J'adore. Et sur ce... Cheers! Cheers! On parle d'abord du vin? On l'a bu déjà du vin parce que vous nous connaissez. En fait, j'ai l'impression qu'on est assez redondante là-dessus, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on commence aux épisodes, on a fait bon. Alors vous n'aurez pas le pop ce soir parce qu'on a déjà commencé 2-3 verres. Oui, on a une bonne excuse cette fois-ci, parce qu'on est un peu sur une soirée de travail, donc parce que le podcast c'est fun pour vous, mais pour nous c'est fun aussi, mais c'est aussi du travail. Oui, voilà, mais parfois il faut se détendre de la journée qui vient de se passer et les préliminaires du podcast. Exactement. Et le petit verre de vin, il contribue énormément. Voilà. Donc Charlotte, elle va boire. Elle boit d'ailleurs un blanc. Elle boit. Elle a bu. Elle a bu et elle boit. Et elle continue. Elle boira. Sur un participe passé. Alors, je vais en parler parce que clairement, depuis l'épisode 19... Alors, en fait, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un truc, c'est que c'est toi qui vas parler du vin. Oui, ça serait peut-être mieux. Parce que tu t'y connais. Un tout petit peu plus, quand même. Et je ne vais vraiment pas essayer de faire semblant. Alors, c'était le moment où tu ne savais pas ce qui était un AOP, où j'ai réalisé que tu étais vraiment, voilà, une amateur chez les amateurs. Toutes ces années où on se connaît, t'as pas remarqué? Mais parce que tu bois beaucoup, donc tu vois, j'aurais pensé que tu t'instruis pendant tout ça, mais non, pas du tout. Absolument pas, c'est pas mon but premier. Non. Alors, du coup, on est sur un vin de France, donc pas un AOP. I remember. Mais c'est une marque dans notre région qui est très connue. Là, c'est le blanc qui est Loup y es-tu, qui font aussi des rouges. Alors ici, il y a le Pic Saint-Loup, donc il y a beaucoup de vins qui s'intitulent avec Loup quelque chose. Mais c'est pas un Pic Saint-Loup parce que c'est tout petit le Pic Saint-Loup, comme AOP, qui est aussi considéré par... Appellation d'origine protégée. Exactement. Donc c'est un vin qu'on va faire dans une certaine région, petite ou plus grande, etc. Et qui a le droit de se nommer leur vin de cette manière parce qu'ils respectent les règles de processus qui sont demandés par cette région. Et dans ces terres, parce que le terroir est important dans le vin, on désigne que dans cet endroit-là, c'est le seul endroit au monde où on peut produire un vin qui va avoir ce goût-là, avec ces raisins-là, sur cette année et avec ce processus-là. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros... Et les Masters of Wine, parce qu'il faut quand même dire, on se dit que c'est peut-être des conneries, mais les Masters of Wine, je ne sais pas combien il y en a dans le monde aujourd'hui. À une époque, ils étaient que 200, peut-être 250. C'est des mecs qui vont déguster tous les vins du monde. Okay. Et ils vont passer un test. Et dans ce test, ils vont avoir une dizaine de vins ou quelque chose comme ça. Et ils vont devoir dire d'où ça vient, donc forcément de pays, on est d'accord, l'année, vintage, les cépages employés, le vignoble de provenance, le parcelle où les raisins ont poussé, enfin, le détail, et ils y arrivent. Il y en a pas beaucoup, comme j'ai dit, il y en a que 200 quelques-uns, et c'est des gens qui ont... J'ai vu des compétitions de ça, c'est incroyable. Incroyable. Je sais pas, j'ai jamais vu des compétitions. Tu vois, c'est là où je pense que c'est très très bien qu'on mette en place cette espèce de procédé dans notre podcast, que ce soit toi qui présente le vin, et en même temps, j'ai envie quand même de partager ma frustration et ma honte en tant que Française de laisser cet espace à une Américaine. Mais c'est pas grave, après, j'ai travaillé dans le vin, donc... J'assume. Elle fait du vin. Elle est là depuis la moitié de sa vie, c'est bon, ça compte pas. Presque, pas encore quand même, parce que je suis retournée. On va dire ça.
On va dire ça me donne une excuse. Oui, tu n'as ça pas me fait compris plus vieille. mon process. Bon, donc, c'est Le Blanc de L'Où y es-tu? C'est en 2022. C'est en fait Jean Roléa qui fait ce vin et c'est un négociant éleveur. Donc, un négociant en vin, c'est celui qui vend le vin, mais parfois, ils le font aussi. Et dans toutes les grandes villes de France, vous avez la réunion de négociants plus viticulteurs qui travaillent ensemble pour mieux vendre les vins de leur région, mieux communiquer, etc., etc. Très intéressant. Voilà. Et moi, Merci. je bois un rouge, mais je vais écouter le blanc juste histoire de. Tiens. Allez, dis-moi. Fabuleux. Après, je j'éloge pas. Hein. J'ai une fois fait une compète où je devais être jury et à chaque fois, le gars, il marquait toutes les couleurs. Alors moi, je disais, c'est rouge. C'est très bon. J'avais vraiment pas, je suis pas, voilà. Non, oui, je comprends. Et donc, moi, je bois un rouge de Mas d'Arcé, qui est un vignoble à Saint-Drézéré, donc non loin de nous, là où j'habite, nous habitons d'ailleurs. Et c'est super vignobles qui font de super bons vins, que ça soit en bouteille ou en cubi. C'est très qualitatif et c'est très abordable. Donc, je recommande fortement pour ceux qui sont dans le coin, parce que je sais pas si ça se vend exactement partout ailleurs, mais sympa. Je sais pas du tout. Donc, allez-y. Achetez donc. Bah, bien sûr, achetez du vin, on est d'accord. Achetez du vin, ça, vous n'en saurez que mieux. Alors, quels sont quels sont tes sujets de discussion? Alors moi, j'ai un podcast que j'ai découvert très récemment et en fait, je suis assez frustrée parce que je pense qu'il existe depuis quelques années. Alors, je dis pas non plus énormément longtemps, mais ça s'appelle Radio Rental. Radio Rental, en fait. Radio Rental. En français, dans le texte. C'est un podcast qui parle de true crime, en fait, mais c'est pas quelqu'un qui raconte des histoires comme nous on fait, par exemple. C'est raconté par les personnes qui ont vécu une expérience. Donc, soit c'est une expérience de spooky, fantôme, poltergeist, tous ces trucs, ou soit ça m'intéresse pas trop ce genre. C'est assez intéressant et en fait c'est tout le décor qui est fait autour de ce podcast qui est super parce que tu te souviens les contes de la crypte? Oui. Et ben c'est fait dans cette HBO, comme quoi à l'époque leur contenu était très très bien. Et c'est fait dans cette c'est pas du tout ce que j'allais dire, mais okay. Ah ben moi les contes de la crypte, moi c'est mon enfance quoi. C'est les romans, je me souviens quand il y avait je sais pas si c'était le samedi soir où il y avait cette espèce de truc avec l'espèce de gars chelou zombie. Oui, le petit squelette. Ouais. Un sorte de squelette. Ouais, momie, qui racontait des histoires, etc. Ouais. C'était génial. Il faisait juste l'intro lui. Oui, il faisait l'intro et après t'avais l'histoire. C'est ça. Nous c'est ça en fait. Et t'avais les livres, les contes de la crypte. Alors, je sais pas, moi j'ai jamais lu le livre. Moi, ce truc-là, c'était sur, comme je disais, HBO, donc c'était une chaîne payante un peu Canal+ aux États-Unis. Et donc du coup, je me souviens à chaque fois qu'on allait chez mes grands-parents qui payaient, on pouvait le regarder et on était fans avec mon frère. Et pareil, on nous laissait regarder ça alors qu'on était jeunes et c'était quand même creepy. De ouf. Voilà. Et en fait, on avait une autre idée avec des enfants à cette époque-là. C'était génial. Et du coup, donc c'est vachement, donc c'est en gros le podcast, l'histoire, c'est tu rentres dans comme un Blockbuster. C'est un magasin en fait, ils ont des VHS, ils ont des cassettes, etc. Et le mec, il est un peu creepy, il a un chat qui s'appelle Malakai. Attends, ça c'est le podcast? C'est le podcast. À chaque fois, c'est le même truc? À chaque fois, c'est le même mec qui dit oh welcome to my store, et c'est un tape store. Et du coup, à chaque fois, c'est des gens qui racontent leur histoire. Et le mec... Et c'est des vrais gens qui racontent leur histoire. Ah oui, ça, par contre, c'est... Ouais. Et le host, donc le mec qui fait genre « Welcome to my story », c'est le mec qui joue dans The Office, qui joue Dwight Schrute. Oh, comment il s'appelle en vrai? J'adore. Il est super. Il a un nom un peu bizarre. Oui, il a un nom chelou aussi. Je sais plus quoi, mais il est hyper drôle. Et ce podcast, franchement, alors je sais que... Reese... Un truc comme ça, il y a un R. Attends, je cherche. Et franchement, ce podcast, mais je vous le conseille, mais à 3000%. Il est vraiment fantastique. Alors, je sais il doit exister depuis longtemps et moi, je viens juste d'arriver. Rainn Wilson. Ouais, j'ai dit R, Rainn Wilson. C'était plus lui. Mais Rainn, oui, mais il y a 2 N. Il y a 2 N. Well done. Weird. Ouais. Donc voilà. Donc ça c'était mon coin, mon quart d'heure. Bon, c'était un peu moins qu'un quart d'heure, tant mieux parce que sinon non. C'est horrible. Alors, c'est très drôle parce que j'ai aussi choisi de raconter un truc, mais alors
pas du tout sur le même registre, parce que je suis maman et tu ne l'es pas, et donc on a regardé l'autre soir La Petite Sirène, mais version, elle est réelle, quoi. Ah, le film Ouais, le film. Et du coup, qui a fait en plus, scandale bon, oui, bon, c'est n'importe pour quoi, on les s'en États-Unis. fout. Ouais, C'est bref. pas ça que je vais en parler, mais Max, il m'a fait chier tout le long parce qu'il me dit, mais c'est réel, mais c'est vrai. Enfin, il arrêtait pas au bout d'une heure de film, je dis, ah, ta gueule. Donc, Mais il voilà. comprenait pas, il a une queue de poisson en même temps. Tout à fait. Puis non, mais c'est vraiment bien fait, quoi. Enfin, franchement, sur notre télé, ça, au niveau des effets spéciaux, ça donne bien. Mais alors, ça m'a fait rire tout le long parce que, bah, alors, La Petite Sirène, on est d'accord, ça c'est notre enfance. Enfin, c'était Ouais. le film Ah Disney. ouais, On fantastique. connaît toutes les chansons. Ah ouais. C'était, voilà, top, quoi. Ah Et ouais. là, bon, le fait J'avais jamais fait du tout. Dans ma tête, je commençais à chanter la chanson du singe dans le livre de la jungle. Le singe, Ouais, c'est pas donc le même j'étais pas du tout. film. Non, ok. A whole new world. Voilà. Et donc, le polochon que tu as déjà commenté sur un autre épisode. Ouais. Enfin, bref. Là, c'est pas pareil. Donc, c'est hyper cheesy, en fait, parce que Ah ouais? c'est des vrais gens qui chantent les chansons. Alors, ils prennent, alors que j'adore l'actrice Melissa McCarthy. Ouais, McCarthy, comme on dit en Elle français. est fabuleuse, mais en fait, elle est trop drôle pour être Ursula, quoi. Enfin, Ok. en fait, elle a ce Ça te côté rasserait pas. comédie. Non, pour moi, non. Après, apparemment, elle a appris à chanter pour le film, donc comme quoi les profs de chant peuvent faire des trucs parce qu'elle chante super bien. Alors, le prince Eric, c'est juste, enfin, je suppose peut-être les petites filles le trouvent beau, mais dans ce truc théâtre, c'est un film des musicaux. Enfin, il y a un moment, il chante sa chanson. Alors, il s'y donne. C'est le gars Lin-Manuela de Manuela qui a écrit. Oui. Ah, c'est lui qui a fait ça? Il a écrit des nouvelles chansons pour la film je savais pas. version maintenant. Et en fait, c'est un truc genre, le gars, il commence à chanter sa chanson. Et puis, à un moment, il court, mais genre, il fait 2 pas. Donc, je sais pas pourquoi il s'est mis à courir. Il s'arrête, il rechante, il court. Et tu sais, quand c'est le bridge, genre, le moment de la chanson, il va faire Rah! Là, il court sur un rocher, il se met sur le rocher, tu sais, genre, I'm C'est the trop king of the intense, world. quoi. Enfin, C'est trop intense. voilà. Et puis, il le répète, genre, 10 fois, quoi. Donc, t'es inconfortable en tant qu'adulte. What are they doing? Enfin, bref, donc, en fait, Je l'ai pas vu, ce ah oui, j'étais film. pas dedans, mais Faut du que je tout, le quoi. voie. Donc, en fait, au final, tu vois, bon, je sais pas, parce que Max a été pénible tout le long, je sais même pas ce qu'il en pense, à part s'il se demande encore si c'est vrai. En tant qu'adulte, j'aurais préféré s'il avait fait un truc plus, comment dire... Un peu fantastique. non, une histoire revisitée, genre Origin Story, or like Wicked. C'est Wicked, Ouais, mais c'est je connais pas, moi, ça. Alors Wicked, Ça a pas pris, c'est en la France. version de Magicien d'Oz, mais en fait on voit l'histoire de la Sorcière. méchante sorcière, Ok. ou comment elle est devenue méchante parce qu'elle était gentille à la base, tu vois. Donc ça c'est Ok. l'histoire d'origine, quoi. Ok. Et ça aurait été peut-être un peu mieux, alors que là ils ont vraiment suivi l'histoire avec quelques différences et c'est bon, Ok. bof bof, mais voilà, moi il y avait pas beaucoup de sens. Donc, Faudrait que je le vois quand même. je suppose que nos auditeurs vont plus se pencher vers ton podcast que de regarder La Petite Sirène. Et ouais. je vous comprends. Regardez Après, Radio ceci Ran- dit- Écoutez Radio Rental. Ils disent qu'ils ont dépensé 150 000 $ sur juste les cheveux de l'Ariel. Alors, je suppose qu'ils parlent des effets spéciaux. Non. Ben, je sais pas, mais c'est un sacré montant. Enfin, bref. Après, ils ont dû prendre des perruques, tu sais, des trucs un peu Non, aquatiques. non, ils prenaient 14 à 15 heures pour vraiment faire ses cheveux. C'est pour ça que j'ai pas compris. Enfin, ils ont vraiment mis des Parce qu'elle moyens était saoulée derrière ce film. Ou elle était jamais sous Non, l'eau. justement, Ok. l'actrice, elle joue pas solo, elle chante, etc. Ah, Parce ok. qu'elle est censée pouvoir respirer en tant que sirène. Ouais, mais c'est une Mais sirène. Donc, t'imagines, comme elle devait- moi, je suis comme Max. C'est une vraie sirène, donc à Ouais, un moment toi, donné. T'es très chiante à regarder avec aussi. Mais en fait, le truc, c'est que dans la moitié du film, la meuf, en vrai, elle est seule dans un studio quelque part Avec un et fond elle vert. imite, elle fait plein de trucs. Il y a personne, il n'y a pas Ah, Polochon. c'est trop horrible. Il n'y a pas l'oiseau là, il n'y a pas Sébastien, il n'y a personne. Donc elle est toute seule et elle doit avoir toute cette émotion il alors qu'elle est toute s'appelait, seule. Scrabble, en anglais, hein, en français, ouais, je non, sais mais plus. ça nous Enfin, bref. intéresse pas. Bref, on a trop passé de temps sur ça, mais voilà, les histoires d'entrée avant les histoires... J'aime bien parce que c'est super parce qu'on a notre histoire d'entrée est quand même sur un podcast qui doit peut-être exister depuis 6 ans, je ne sais pas, ou Ouais. 5 ans, ou 2 ans. J'ai toujours très Et toi, précis, un film toi. qui est sorti il y a combien de temps? Il y a longtemps quand même. Il y a Ah pas non longtemps, excusez-moi, je buvais un peu de l'eau, ça nous arrive aussi.
Je sais pas, mais c'est un peu un flop, je crois. Donc là, il était C'est vrai gratuit que, sur, en fait, tout ce qui je a sais pas, un des fait, services que je paye. tout ce qu'on a entendu, c'est les Américains qui disaient la petite sirène Ah, n'est pas noire. oui, alors que l'actrice qui joue la petite sirène, franchement, elle est top. Elle est Ouais, magnifique, elle chante trop elle a bien. Enfin, l'air. ça, c'est les Moi, Américains je qui me font un souviens d'elle dans le cacagnard pour clip de rien. Beyoncé. Parce Elle est dans avec un sa clip de sœur, Beyoncé? avec sa sœur, Ah, elle chante. celui où, oui, Ouais, où ils sont dans l'espèce de ouais. Louisiane rurale devant Yeah. la maison, les deux filles Yep, assises sur le porch. yep. Ouais, je That's me them. souviens de ce clip, il est top. Et avec Tout sa cet sœur, elle album chante, en d'ailleurs. fait. Très, très bon. Beyoncé, si tu nous écoutes. Envoie-nous du vin. Ah, s'il te plaît, ouais. Ouais. Est-ce qu'ils étaient à Bordeaux pour l'anniversaire de Jay-Z, apparemment, il y a pas longtemps? Je suis pas du Pour tout il au y a courant. pas longtemps, pour l'anniversaire de Jay-Z, ils étaient à Bordeaux, ils ont bu du vin. T'as tellement d'informations, là, je suis un peu genre bouche bée, quoi. Genre, Oui, je vois ça. Ah oui, mais par contre, il y a un autre anniversaire de célébrité qui m'a marqué cette semaine. Brad Pitt a 60 ans. Cette semaine. Ou une semaine, il y a eu un moment où il a eu 60 ans. Et quand ça s'est passé, je me suis sentie un peu vieille. Voilà. Pour Quoi? pas... Brad Pitt a 60 ans? Ouais. Non, c'est Yeah. pas possible. Ouais, Non, si. non, j'y Non, crois pas. mais personne prend l'âge maintenant, donc on sait plus où on en Je est. n'y crois pas. Bon, écoute, sur ces belles petites histoires, Je parlerais bien de Brad Pitt encore pendant 2 heures, mais on n'est pas là pour ça, vous non plus, hein. remember Thelma et Louise. Oh, oh. C'était une époque, hein. Remember Fight Club. Oh. Well, on pourrait rememberer Oh, plein de choses, hein. toutes les females auditrices qui sont là, auditrices, Là, our auditors. auditors, qui sont là, et même les hommes, vous pouvez apprécier les beaux hommes. Oh, ben, je pense que les hommes apprécient Brad Pitt J'espère. aussi, hein. J'espère que vous appréciez Brad Pitt. On passe aux histoires? Est-ce que le titre de cet épisode peut être Brad Pitt si tu nous écoutes? Ben non, parce qu'après, ils vont être déçus, ils vont penser qu'il a été tué. Oh, T'imagines? non, Après, ça va Brad. nous faire des écouteurs, genre Brad Pitt sur du true crime. Quoi? Vas-y, on va faire ça. Ok, bon, c'est toi qui fais les titres, donc je te laisse libre arbitre. Allez, vas-y, commence. J'essaie de pas trop boire pour mon histoire. Ok, oui, parce que elle enchaîne comme d'habitude et nous, on enchaîne comme d'habitude aussi. Comme d'habitude. Voilà. Alors, j'aime beaucoup cette histoire. Elle est pas sympa, mais il y a une partie, moi, je trouve Trop intéressante. Et, non, pas drôle. Enfin, je vais essayer, mais bon, je sais pas trop. Mais c'est rare que j'aime les histoires de true crime, comme je le dis souvent Mais tu dans vas les finir, enregistrements. on va finir ce podcast. Tu vas kiffer plus que moi. Je ne pense pas. Si, moi j'y crois. Ok. Alors, donc, du coup, c'est une affaire vraiment très étrange d'un adolescent qui devient meurtrier, qui s'appelle Daniel Laplante. Et en fait, franchement, ça sort d'une histoire de film, de conte, quelque chose comme ça, parce que les événements, en fait, qui se sont déroulés, ils ont évolué au fil des ans. Et c'est devenu une sorte de légende urbaine, on me dit, sauf que moi, j'avais jamais entendu Mais moi, ça me dit l'histoire. quelque chose, la plante. Mais toujours, il te dit quelque chose. Toi, je sais tout. Pour l'instant, ça me dit... Enfin, juste Ouais, le nom me dit quelque chose, Ouais, mais voilà. à un moment dans ton histoire, je fais je sais ce que c'est. Je sais parce que Ouais, la plante, ça me dit quelque c'est comme chose. the bridge of our podcast is you saying, j'ai déjà entendu. C'est vrai. Woo! And then the voice goes up. Ok, bref. And we know. Pardon. Voilà. Donc, en fait, comment dire, il joue d'une certaine prestige dans les annales apparemment de true crime. C'est pour ça que tu dois connaître, alors que moi je connaissais pas. Parce que, comme je disais, c'est pas les meurtres dont Danny a fait plus tard qu'il a rendu infâme, mais les événements Infâme. Célèbre. célèbres. Tristement Ok. célèbre. Tristement célèbres. ok. Tristement célèbre. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Mais bon, bref, c'est les événements qui les ont précédés. Et donc, mon histoire va plutôt raconter ces événements-là que les meurtres Go pour for lesquels it. il est inculpé. Non, mais on n'a qu'à s'appeler des événements qui ont précédé du vin. Tout va bien. Non, mais en fait, comment... Peut-être, hein, si tu continues de m'interrompre comme ça. Pardon. Cette semaine, je suis seule. Pourquoi? Alors, c'est un peu comme Ed Gein, tu vois, tueur en série. En fait, lui, ok, forcément, il est tueur, mais il est plus connu pour la maison par la suite et toutes les folies qu'il a fait en tant qu'artiste de squelette que les meurtres en eux-mêmes, quoi. Enfin, en gros, c'est
comment dire? La fameuse ceinture en téton. Il y en a tellement. Enfin, là, tu pourrais juste faire une liste parce que le gars, il a passé du temps, hein, il hobbyiste à fond. Moi, je trouve ça, voilà, it's a craft. Il y en a qui aiment les petits trains, il y en a qui font, Voilà. Il y en a qui je font sais des pas, des ceintures en téton miniatures, des et Lego. des Lui, abat-jours en c'est peau ça, d'humain. des chaises, enfin, toute sa maison, hein. Voilà. Bref. Donc, on va continuer. J'ai un peu perdu ma place parce que, J'arrête, je me voilà. tais. Donc, c'est une histoire un peu de jalousie, d'illusion, de désespoir, d'affection, pardon, mal placée. Ça va finir par entraîner la perte de 3 vies innocentes, mais avant, il est responsable, Danny, d'un sérieux mais traumatisme intense d'une famille que je vais vous raconter tout de suite. Yeah. Donc, Danny est né en 1970 dans le Massachusetts. Il a une enfance... je te laisse deviner quelle enfance il a passé. Un peu difficile, un peu sans amour, peu sans affection. Il a bizarrement eu un traumatisme crânien vers l'âge de 5, 6, 7 ans. Non, c'est plus cliché que ça. Alors, on connaît pas beaucoup de choses sur les détails spécifiques de son éducation parce que lors de ses premières démêlés avec la justice, il était mineur, donc ils sont restés anonymes. D'accord. Mais bon, abus sexuels, psychologiques de plusieurs adultes dans sa vie, dont le père, qui lui était majoritairement responsable des punitions, le tourmentait physiquement, émotionnellement, sexuellement, régulièrement, pour tous les membres. Donc, relativement perturbé, Danny, démontre ça. Il a du mal à l'école, que ça soit en plan scolaire que social. Il est diagnostiqué dyslexique dès son plus jeune âge. Il n'a que très peu d'amis. Et la plupart de ses camarades le trouvent pas juste bizarre, mais effrayant. Donc, au début de son adolescence, il a été envoyé par les responsables de l'école chez un psychiatre en raison de son comportement anormal et sa réticence générale à l'égard de son apparence, de son hygiène et de son amélioration personnelle. Et cet incident aurait pu marquer un tournant dans la vie parce que là, on va dire qu'on va l'aider en l'envoyant chez un psychiatre. Mais on va le diagnostiquer d'un trouble de l'hyperactivité et sa relation avec le psychiatre malheureusement va tourner au vinaigre, c'est ça qu'on dit? Exactement. Puisque lui aussi va l'abuser sexuellement pendant leur séance. J'ai peur. Donc, Danny, il est dans la merde. Voilà, donc en fait tout ça mène forcément à une vie douloureuse, voilà. Donc il commence à faire des petits vols. Voilà, il passe ses soirées parce qu'il n'a pas d'amis ou rien d'autre à foutre. Il va dans les maisons des gens de la petite ville où il habite et il vole des objets de valeur ou juste des simples objets. En fait, il devient assez spécialiste du cambriolage et il veut aussi commencer à tourmenter un peu les gens. Donc, il n'a que 15 ans, d'accord? Il va dans les maisons des voisins et il prend des biens, mais aussi il laisse d'autres objets sur son passage, donc des choses qui sont pas et il va prendre son temps pour déplacer des objets des habitants. De manière à ce qu'il soit clair que quelqu'un avait pénétré dans leur propriété. C'est ça qui le faisait kiffer, quoi. Ouais, mais pas que ça soit évident. Tu vois, c'est juste vraiment c'est très subtil. Fuck with them. C'est petit. J'aime beaucoup ça. Petit psychopathe. Moi, j'aime bien ça. Et au final, il vole pas forcément à chaque fois. Parfois, il va juste pour le seul but de faire des jeux d'esprit. Alors, je sais pas si j'ai traduit ça correctement. Si, c'est ça. Voilà. Donc, c'est là où vraiment l'histoire va commencer. Donc, il va réussir à obtenir le numéro de téléphone et l'adresse d'une famille non loin de chez lui. Donc, j'imagine, il est dit dans certains articles qu'il a cambriolé cette maison un moment et il a pu récupérer le numéro de téléphone dans la maison. C'est souvent à l'époque, les gens marquaient les numéros de téléphone pour... voilà.
Et dans cette maison, il vivait 3 personnes, un père et ses 2 filles. Donc les filles, c'est Tina qui avait 15 ans et Karen Bowen qui avait 9 ans. Et elles ont commencé à parler avec Danny par téléphone. À cette époque-là, tu sais, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Non. Quelqu'un t'appelait, il y avait beaucoup plus de naïveté et de... Voilà, donc elle commence à parler avec lui par téléphone, puis aussi il leur raconte il est beau gosse, que il est athlétique, il est blond, il fait bien éduqué au téléphone et il vit dans leur quartier. Donc Tina Bowen, la 15 ans, et Danny vont faire connaissance à la suite de plusieurs appels et vont avoir un rendez-vous un soir. Et là, forcément, quand Danny arrive à la porte de la famille Bowen, Tina est un peu bouche bée parce que ce garçon-là... n'est pas beau gosse. Non, c'est un peu l'opposé c'est catfish, quoi. Donc, elle voit pas en face d'elle un jock, comment tu dis? Je sais pas. Un sportif. Un sportif, beau oui, gosse. mais sportif un peu Brad Chad. Ouais, genre le capitaine de l'équipe de foot. C'est ça. Et ce blind date, rendez-vous à l'aveugle, je sais pas si ça se dit, mais c'était... On dit blind date aussi, il nous prend pas de ouais, pour blind sauvage. Date, voilà. En fait, il fait un peu peur, il est gras, il a les cheveux bruns, il est pas du tout attrayant au final. Mais Tina, elle est franchement putain de gentille, je trouve, parce que... Elle a 15 ans en même temps. Voilà, c'est vrai que... Et puis, on a déjà dit dans nos podcasts, on est souvent... amené à être gentille. On nous a appris à ne pas refuser. Donc, elle va dire pour oui. Pas gêner. Pour pas gêner. Voilà, c'est le plus important, c'est pas gêner. N'ayez pas peur de gêner, s'il vous plaît. Donc, elle va à la foire locale avec lui, mais au bout d'une heure, elle s'excuse et elle rentre chez elle. Donc là, Danny, il découvre pendant cette heure qu'elles ont passé ensemble que Tina et Karen viennent de perdre leur maman, qui est morte d'un cancer, et qu'elle n'avait plus que leur père pour s'occuper d'elle. Et là, Danny, il est vraiment hyper intéressé aux détails de la mort de la maman de Tina. Alors que, il dépasse la curiosité, quoi. Il va vraiment poser beaucoup de questions. Il semble même obsédé par cette heure. Donc, je suppose que c'est pour ça qu'elle est partie, parce qu'il l'interroge sans cesse. Et Tina souffre encore parce que c'est récent. Voilà. Donc, après ça, Tina, forcément, n'a pas voulu revoir Danny, mais elle va découvrir plus tard, dans des circonstances que je vais vous raconter. Ça sert à rien, cette phrase. Hein. Je dois resupprimer mon récit. Et je vais vous raconter la suite de l'histoire. Vous n'imaginez même pas. OK. Donc, un soir, Tina et sa sœur tentent d'entrer en contact avec leur mère décédée en organisant une séance de spiritisme dans le sous-sol. Tu sais, un Ouija board, le Ouija. le truc, quoi. Yes. On a tous fait ça. Ah oui. Très bon souvenir avec ça. Dans une petite gorgée pour continuer. Bien sûr. Alors, donc, elles le font parce que on l'a toutes faites ces années-là. Elles sont assez naïves. Et elles s'attendent pas forcément vraiment à une résulte. On voulait se faire peur. C'était un jeu avec les copines. Bon, nos mères étaient pas décédées, mais bon, quand même. Donc, le même soir, Karen et Tina, après avoir fait cette séance dans le sous-sol, entendent des coups rythmés contre les murs de leur chambre alors qu'elles dorment. Okay. Là, elles se disent, la séance de spiritisme, a marché, quoi, au final. Et dans la nuit, les 2 filles parlent qu'il y a une sorte de force invisible qui les adresse et qui les lie une fois à leur maman. Enfin, ça, c'est tellement logique. Donc là, elles vont poser des questions de leur lit et la maman de trucs spirituels, je sais pas quoi, va répondre en frappant contre le mur. D'accord. Et donc, elles se disent, allez, force surnaturelle, vas-y. OK, donc le phénomène va poursuivre pendant plusieurs soirées jusqu'à ce que les coups deviennent si réguliers qu'ils perturbent le sommeil des filles, quoi. En fait, en gros, elles dorment plus, quoi, tellement ça frappe. Maman, chut. Maman! Et donc, là, encore une fois, on retrouve des objets de la maison qui commencent à disparaître ou des objets posés sur une table qui se retrouvent éparpillés sur le sol le lendemain. Quand elle rentre dans la maison, elle trouve des meubles déplacés de l'autre côté de la pièce. Et là, les filles croient qu'elles sont en fait hantées par un démon et ce n'est plus l'esprit de leur mère. Là, elles commencent à prendre peur. OK.
Alors là, le père, Frank Bowen, lui, il pense que c'est ses filles qui font les dégâts dans leur maison. En fait, il y a le décès de la maman, il doit être dépassé, il est tout seul. Les filles adolescentes ont tendance, ou on le croit en tout cas, à exagérer un peu. Donc, il croit pas du tout à ses filles. Il pense que, elles foutent le camp. Pour lui, c'est absurde. Ouais. Et il se dit que voilà, elle lutte émotionnellement contre le mort de la mère et c'est assez pragmatique. C'est un adulte normal, quoi. Donc là, janvier 1987, un soir, les coups commencent. Karen et Tina sont seules dans leur chambre. Là, les coups deviennent très constants et commencent à rendre les filles un peu folles. Mais là, elles entendent des bruits et ça vient plus des murs, mais de la cave. Donc, les deux filles, quand même un peu badass, vont prendre un couteau de cuisine et descendre dans le sous-sol. Alors, oh mon Dieu. Ouais, voilà. Là, tu te dis non. Voilà. L'article, ça m'a fait rire parce que j'ai noté, elle se dirige prudemment de 15 ans à 9 ans à un couteau de cuisine descendre dans le sous-sol. Jamais de la vie. Voilà. C'est pas prudent. Bon, bref. Et donc, elle regarde un peu sous la maison. Et là, elle voit un truc sur le mur. Il y a un message écrit en rouge sang. Ew. Je suis dans ta chambre. Viens me trouver. Oh mon Dieu. Donc là, sans prudence, elle quitte la maison en courant. Elles vont chez un voisin et elles attendent que le père rentre pour lui raconter ce qui s'est passé. Quelle horreur. Et là encore, Frank, il dit de nouveau, il les croit pas. Et là, ouais, non, mais c'est des années 70, je crois. 80. Ah, ouais, très bien. Je t'ai Si tu le dis. Et donc là, il va leur faire suivre une thérapie parce qu'il a dit ça va trop loin, quoi. Il s'est dit que ça va trop loin, donc il va trouver un thérapeute parce que voilà, elle pète les plombs, quoi. Merde. Donc quelques semaines plus tard, un truc un peu similaire se produit, mais là c'est encore plus bizarre parce que là on entend encore des coups, mais cette fois-ci elles proviennent de l'arrière du mur de la chambre de Tina. Ouais. Les filles, encore une fois, vont retrouver un message écrit en rouge sang sur le mur. Je suis de retour, trouvez-moi si vous le pouvez. Donc là, ça continue. Frank rejette de nouveau. Il dit que les responsables, c'est Tina et Karen. Mais là, elles vont pouvoir prouver qu'il y avait personne d'autre à l'intérieur parce que, si tu veux, elles vont chez le voisin pour l'appeler. Et là, Frank va rentrer dans la maison. Il voit le désordre, ce qui était plus important que quand les fils étaient partis. Enfin, le voisin leur a expliqué. Ouais. Et du coup, là, Frank, il va aller seul dans la maison. Et là, encore un message peint sur le mur. Épouse-moi. Ew. Et là... C'est la pire proposition donc, de mariage. il est dans la chambre de Tina, qui n'a que 15 ans, on est d'accord. Et là, il voit le message en rouge sang sur le mur. Et là, il va regarder dans le coin. Et là, il va voir ce jeune garçon debout. Ah, mais il est dedans? Il est dans la maison. Il est vêtu des vêtements, de la défunte épouse, donc de sa femme. Il porte son maquillage. Non. Une robe et une perruque blonde. Et dans les mains, il a une hachette. What? Et c'est forcément Danny. Fuck, what the fuck, Danny? Danny is fucked. So, il commence à un peu se bagarrer, mais Danny arrive à s'échapper. Et Frank raconta qu'il se souvient qu'il était assez abasourdi par la manière dont Danny était capable de disparaître de sa vue, sans rien. Enfin, c'était, on est encore dans l'histoire de fantôme, quoi. Putain, ça revient à ton podcast fantôme et je fais un peu, mais c'est pas un fantôme. Enfin bref, détail. Et donc, même pas eu le temps de réagir. Non, c'est un non-sens. Donc, ils appellent la police et en fait, ça devient évident parce que après que alors, chaque message avait été écrit avec du ketchup. Évidemment. Oui, mais ça soulage, quoi. Enfin, c'est mieux que du sang, quoi. C'est toujours mieux que du sang, ouais. La police locale va fouiller la maison pour chercher des indices, voilà.
Et là, ils vont découvrir un vide sanitaire caché derrière une armoire encastrée dans le mur de la chambre de Tina. Et quand ils ouvrent la trappe, ils vont retrouver Danny qui est caché en roulé-boulé à l'intérieur, quoi. Roulé-boulé. Donc, ils vont le sortir, il est arrêté. Et quand il a été évacué, ils vont faire une fouille de la maison. Et là, ils découvrent en fait qu'il vivait dans la maison. Ils créent des passages dans lesquels ils vont découvrir qu'il a creusé dans d'autres parties de la maison. Il avait même installé une poignée de Judas de façon à ce qu'il pouvait observer Tina depuis n'importe quelle pièce où elle se trouvait. Donc, il y en a plusieurs. Quelle horreur. Et en fait, il s'est forcément fait passer pour le fantôme ou le démon par la suite de Tina et Karen pour les tourmenter, comme il a fait avec ses victimes de vol ou je sais pas quoi précédent. Mm-hmm. Et il avait probablement, quand le père est rentré, l'intention de Danny était de se révéler aux filles habillées comme leur mère décédée. Tu vois, pour vraiment les terrifier de nouveau. Enfin, vraiment, he's fucking sick, quoi. Je suis ta maman. Voilà. Mais en fait, le fait qu'il avait une hachette aussi suggère quand même qu'elles ont eu de la chance. Ouais, je pense. Voilà. Ouais. Les intentions n'étaient pas les meilleures. En fait, elle était hyper longue, mon histoire. Je suis navrée, j'ai pas réalisé. Ouais, excuse-toi, ouais. Les gens sont dégoûtés. So sorry. Donc, on arrive au meurtre. Donc, il y a l'année suivante. Alors, du coup, pour tout ça, Danny était quand même libre. Parce que terroriser les gens, c'est cool. Bon, la peine est minime. Non, il y a rien. Donc, on est en octobre 87, tu as raison, on est dans les années 80. Donc, après qu'il soit libéré, juste après, il redevient un cambrioleur. Et en novembre du même année, 87, il se procure 2 armes pendant un de ses vols. Et le 1er décembre, il se présente dans la famille du Gustafsson. Bref, à 800 mètres de là où il habite, Priscilla, 33 ans, qui est enceinte, et ses 2 jeunes enfants, Abigail et William. Le mari de Priscilla, Andrew, était au travail. Quand il rentre, il voit le spectacle. Andrew trouve sa femme allongée sur son lit, face contre terre, ses oreilles teintées de rouge, du sang et non du ketchup, cette fois-ci. Oreillers. Elle a été violée et abattue par des balles. Et Andrew a appelé la police. Et ensuite, il va découvrir les 2 enfants dans 2 baignoires différentes. Donc, William, 5 ans, noyé dans la salle de bain du haut. Et Abigail, 8 ans, même sort, salle de bain du bas. Donc, il était plutôt riche. Je sais pas, mais c'est pas la question. Il mérite pas. Quel commentaire. Mais excusez-moi, je me pose des questions. On a le droit c'est un espace ouvert ici, tu peux dire ce que tu veux. Exactement, no judgment. No judgment. Donc, mot de MO, même que les autres, il est passé du cambriolage au meurtre. Comme il avait l'arme à feu, on pense qu'il n'avait pas vraiment confiance ni de la force physique et de maîtriser les victimes. Donc, du coup, il a eu une chance de trouver ses pistolets. Et il est souvent rentré par force, ça ne choque pas. Je vais essayer de sauter un peu parce qu'elle est longue celle-là. Elle est super Alors du coup, oui, l'histoire est pas mal. Bref, on va le retrouver, on va l'arrêter. Il sera jugé et condamné à 3 peines de prison à vie pour le meurtre de cette famille. Ouais. Par la suite, depuis son incarcération, Danny nous a pas laissé, c'est-à-dire assoiffé de conneries, parce que il a montré peu de remords pour ses actes. Okay. Bon, il a des troubles de la personnalité, certainement, donc voilà. Mais il a tenté entre 88 et 2014 quand même de poursuivre les tribunaux pour violation de ses droits, parce que il affirme que le système pénitentiaire avait violé ses droits religieux car il est sataniste pratiquant et on ne lui laisse pas assez de matériel pour effectuer certains rites sataniques. Le prison lui est refusé. Bon, aucune procès ne va bien loin. En 2017, on dirait qu'il accepte finalement ses actes. Peut-être qu'il essaie de se faire réduire la peine parce qu'il fait une déclaration comme quoi je suis triste, nanana. Bon, je vous le lis pas parce que je m'en
fou de lui. Et en gros, je pense pas du tout qu'il regrette ses actes. Il essaie juste d'avoir la liberté conditionnelle. C'est clair. Et il faut quand même dire que Andrew, le papa et le mari dans tout ça, qui est malheureusement décédé en 2014, ses derniers mots, c'était ne le laissez jamais sortir, il devrait pourrir en prison. Et je pense que son vœu a été exaucé. Donc, petite réussite dans cette histoire. Fin. Merci. Et du coup, il est resté en prison? Oui, il est toujours en prison. Et il est toujours en vie? En vie. Eh ben, tu sais quoi? En fait, je la connaissais pas. La réussite. En fait, c'était mieux que l'histoire de savoir que... Ouais. Parce que c'était fucked up. Ouais, carrément. Complètement. Mais tu vois, en fait, le meurtre, il est horrible. Mais en fait, c'est l'histoire tout ce d'avant, quoi. Ouais, en fait, c'est le mec qui a complètement... Zinzin. Complètement zinzin. Écoute, on en voit beaucoup. Et on va en voir encore plein d'autres. Mais une seule ce soir. Une seule ce soir. Alors moi, pour une fois, je vais m'attaquer à un petit gars du coin. Ou du coin, comme on dit chez nous. Moi, j'ai du coin, mais... Non, mais moi aussi. Mais bon, si on est dans le sud, on est dans le sud. Alors, je vais parler de Pierre Laguet. Donc, Pierre Laguet est né le 11 juillet 1885 à Gignac. Ah oui, c'est du coin. Du coin. Il est le fils de Edmond Jean-Étienne Laguet, 30 ans, receveur d'enregistrement. Si c'était intéressant pour toi, je l'ai mis. Et de Marie... Métaillé, ça m'aurait intrigué. Ouais. Receveur de quoi? D'enregistrement. Trop de mots, là. Et de Marie-Léontine Félicité Tourette, 23 ans. Félicité pour avoir la tourette. Well done. C'est quoi Félicité Tourette? Voilà, on s'en fout, mais on s'en fout, oui. C'est pour le contexte, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est un élève qui peut être qualifié de brillant. Et ils sont souvent brillants, hein, ils sont très souvent brillants, malheureusement. C'est affreux à dire. Il est ensuite scolarisé au lycée de Béziers, de septembre 1900 à juillet. Ouais, ceci explique cela. Béziers, si tu sais, tu sais. Il est ensuite scolarisé donc au lycée de Béziers de septembre 1900 à juillet 1903, où il obtient son bac. Et après, il est diplômé de la faculté de médecine de Montpellier en 1909. Donc, c'est la faculté de médecine du monde. La meilleure fac de médecine du monde est à Montpellier, les gars. Si vous ne le savez pas, vous le savez maintenant. Je pense pas que ça soit vrai, mais le fait qu'elle soit la plus ancienne. C'est qu'elle est la plus ancienne, mais pas la meilleure. C'est la plus ancienne, en tout cas. C'est ce que j'ai dit, t'as dit la meilleure. Non, c'est du monde. Et t'as dit la meilleure. Et moi, j'ai l'ancienne. Ouais, moi, j'ai la meilleure. Ok. En septembre donc de 2000 pas du tout, 1909, âgé de 24 ans, il devient dentiste et ouvre son propre cabinet à Béziers. C'est toujours les dentistes les pires. Mais bien sûr. Les gars qui se spécialisent en Mais qui fait ça? Parce qu'ils ils gagnent plus d'argent. Et ils ont pas autant d'études que par exemple un chirurgien ou autre. Anyway. Ouais. Moi, je leur fais pas confiance. Donc, s'il y a un dentiste qui nous écoute. Désolée. C'était un peu rude. Vous pourrez nous envoyer un mail pour nous expliquer pourquoi vous avez choisi votre métier avec passion. D'ailleurs, j'ai une dentiste que j'adore et qui fait super bien. Et si jamais elle m'écoute, je t'adore. Mais moi, personnellement, je suis traumatisée. Jugement passagère terminé. Voilà. 1911, âgé de 26 ans, il fait la connaissance de Sarah Alexandre, avec laquelle il se marie. Et ils auront 3 enfants. Attention, préparez-vous pour les prénoms des enfants. La première va être 3000 noms à chaque fois. S'appelle Jacqueline Jeanne Pierrette. Le deuxième s'appelle Jean-René Étienne. Et le troisième, du coup, je pense que tout le monde s'en fout parce qu'il s'appelle juste Gaston. Ils en avaient marre, ils avaient plus d'options là. Ils avaient fait toutes les grands-mères, les grands-pères. Le 1er août 1914, âgé de 29 ans, il est mobilisé pour servir sur la Première Guerre mondiale, du coup comme médecin aide-major. Il se trouve qu'il fait des fureurs. Et là, je me dis, ce jeu de mots, il aurait été vachement plus stylé si on parlait de la Deuxième Guerre mondiale. Oh my God, c'est trop bien. Ouais. Je vais réfléchir un peu quand même. Donc, je suppose qu'il vit pas jusqu'au Deuxième Guerre mondiale. Non. Pour que je répète voilà. la blague. Donc, dommage. Damn it! Et il monte en grade jusqu'à devenir officier de la Légion d'honneur quand même. Hein. Mais tout ça de la Légion d'honneur ou de bonheur? De la Légion de bonheur. Alors, plus de 20 pour toi. Plus de 20 pour moi, la Légion de la bonheur. Mais tout ça ne fait pas de Pierre un mari aimant et exemplaire. Donc, il a plusieurs maîtresses. Donc, je m'imagine qu'il devait être un peu beau gosse. Je m'imagine. Non, mais je vais pas. Non, mais c'est qu'il a des sous. Ou il a des sous. Je ne sais pas. I don't know. Ce n'est pas un médecin modèle. Il arrive souvent en retard à son cabinet, ce qui énerve plutôt ses patients. Et en plus, le peu d'argent qu'il gagne, il le joue. Donc, au final, Pierre, pas fifou.
Pas quelqu'un, tu vois, que voilà, pas non, terrible. pas un bon plan, quoi. Pas un bon plan du tout. Sarah, sa femme, découvre le poteau rose et le couple se dispute énormément. Alors d'abord en privé, comme tout le monde, puis devant la famille et la belle famille, et ça devient genre quelque chose d'un peu récurrent, j'imagine. Alors là, Noël... Là, Noël, là, il prend un flingue, il les tue tous, et puis il se suicide en faisant des ronds autour d'un arbre, clairement. C'est des petites Easter eggs qu'on vous met voilà. dans le Hop podcast. là, si vous avez écouté, là c'est juste pour vous tester. Tout écouté, hein, là ça c'est vous pour teste. vous, voilà, là c'est pour vous tester. Vous voyez de quoi je parle? Ben, toi t'es un bon alors si tu vois, ou toi t'es une bonne. Donc la sœur de Sarah et son mari essayent de calmer donc Sarah, en essayant de la dissuader de divorcer, parce qu'à l'époque j'imagine ça ne se faisait pas trop. Non. Voilà. Donc Sarah, qui ne porte plus son mari dans son cœur, on peut la comprendre, décide de léguer sa fortune dans son testament, donc s'il lui arrive quelque chose, à ses enfants. La somme représente 262 000 francs. Donc déjà, pour l'époque, t'imagines, c'est énormissime. Et donc du coup, ça veut dire que c'était avant la loi, parce qu'aujourd'hui en France, selon le régime dans lequel tu te maries, tu peux pas juste ignorer tes enfants. Ouais, ben là, je sais pas. Je suis pas allée là-dedans dans ma recherche. Donc même si elle lègue aux enfants, en fait les enfants étaient toujours mineurs, donc le père aurait l'usufruit là pour l'instant. Donc Pierre se dit, il y a moyen de moyenner, j'ai besoin d'argent pour aller jouer, tatadi tatata. Et là, qu'est-ce que tu penses qu'il se passe? Un matin d'avril 1922, Sarah Laguet tombe malade. La jeune femme ne peut plus sortir de son lit et vomit la moindre nourriture. Arsenic. Qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Les médecins impuissants pensent à un cancer, donc une maladie qui était mal connue à cette époque. Le docteur Laguet, lui, ne s'inquiète pas et tente de soulager sa femme avec des tisanes de son invention. Tu m'étonnes. Mélangées à de l'arsenic. Je connais pas l'histoire forcément, mais c'était le truc de l'époque, quoi. Tout le monde était mort de ça, ou le truc là. Tellement pas original, Pierre. Ouais. Donc le 28 mai 1922, Sarah meurt dans son lit. Georges, donc son beau-frère, fait part à la famille Alexandre, donc la famille de Sarah, de ses soupçons envers Pierre. Quelques jours après les funérailles donc de Sarah, la famille découvre que Sarah a légué la somme de 262 000 francs à ses enfants. C'est énorme quand même à l'époque. Qui est énormissime même. Énormissime. Attends. Et que leur père a hérité de la somme car les enfants sont mineurs. Et Pierre Laguet ne met pas très longtemps à se remettre du décès de son épouse. Tu es en train de chercher le calculateur d'inflation. Parce que, vas-y, attends. Mais là, on est en 1922. Alors, du coup, la somme, c'est... 262 000. 262, attendez, c'est le téléphone, c'est tout petit. Année 1922. Attends, il va falloir que je scrolle là. Ça va me... Non, t'es allé trop loin. Je pensais que ça serait plus long, aller 100 ans en arrière, jusqu'aux euros aujourd'hui. Donc là, on te parle de... Oh my God, je sais, c'est trop long pour moi, c'est plus de 22 millions. Même plus? Non, 200. 1, 2, 3, wait, 1, 2, 3. 221 millions et des brouettes. On va pas compter la suite. 222 millions et des brouettes. Elle dépasse largement les 1%, quoi. Non, mais quand même. Ça va, elle assure, quoi. Non, mais c'est ouf. Wow. OK. Je pensais pas être autant que ça. Mais pas du tout. Je suis choquée. Il y a combien de chiffres là? 6, 8, 9 Donc, Pierre, il dit 262 millions. Bring it on, bitch. Tu m'étonnes. Moi aussi, je tue ça pour ça. Faut pas exagérer là. C'est énorme. 262 millions, j'avoue. Là, tu fais des criminels de beaucoup de gens. Ah ouais, j'avoue. C'est trop alléchant, quoi. C'est trop. Voilà. Donc, c'est mieux que le pop du vin. Donc, fin 1922, seulement donc quelques mois après la mort de Sarah, notre cher Pierre décide de prendre une seconde épouse. Et son choix, et là, tu vas trouver ça fantastique, se porte sur la sœur cadette de Sarah, Suzanne. C'est souvent comme ça, quoi. Sérieux? Non, c'est pas souvent comme ça, c'est un truc de fou, c'est pas possible. Non, souvent, ils marient. Ouais, enfin, bref. Les villages étaient petits, hein. Ouais, je pense aussi. Donc, la famille Alexandre, connaissant bien les penchants du dentiste pour les femmes et l'argent, ils se réjouissent pas forcément du mariage, tu m'étonnes, mais les parents... Il avait quand même un truc, hein, Pierre, parce que... Ouais, alors, tu sais quoi, je l'ai pas cherché sur Google, je pense qu'il devait être beau gosse quand même. Je vais chercher. Google. Je trouve que c'est génial. C'est mon coucou. Ça commence à m'énerver. Je trouve ça encore mieux. Donc,
Les parents se résignent quand même à payer la somme du second mariage qui En plus c'est la dot, tu sais, de l'époque. Ouais, non, mais Tu maries ta fille. ils ont déjà donné toute la C'est là où fortune tu dis d'une que la fille. place de la femme à l'époque dans la société, c'est genre, ah, prenez ma fille, vas-y, je te paye même pour la prendre, quoi. Allez, affreux. on l'échange pour une vache. Non, tu prends la fille plus la vache. Plus la vache, parce que faut les deux prennent de la place, surtout la fille. Donc 300 000 francs. Donc le 8 mars 1923, J'ai pas une calculateur pour ça parce que non, là, c'est en euros. ça fait beaucoup. Je rigole. Ça fait beaucoup. Donc le 8 mars 1923, sa tante Sophie Julie Honorine Tourette. Je connais quelques-uns des enfants à l'école de Max qui ont des prénoms un peu semblables. Non, le pire, c'est à Paris. C'est parce que les anciens prénoms sont redevenus la mode. Ouais, mais le pire, c'est à Paris, J'ai pas connu ici, quelqu'un. Il a nommé ses deux filles. C'était quoi? Victoire et l'autre avec un Non, H. c'est pas pire. C'est pas pire. Oh. C'est pas pire. Il y a pire. À Paris, tu vas dans les quartiers un peu sympas, c'est du pomegranate et mandarine. Ouais, vraiment, quoi. Donc la tante de Pierre décède à 65 ans. Pierre Laguet semble totalement étranger à cette mort du fait de l'âge avancé de la victime. À l'époque, 65 ans, c'était voilà. Ouais. Donc sa mort est classée comme naturelle et de vieillesse. Le 26 janvier 1924, on est l'année d'après, Pierre Laguet épouse Suzanne, donc la petite sœur de son ex-femme, de celle qui est morte. Ils ont une fille, Micheline. C'est tout. Micheline, pas du tout. Suzanne signe un contrat de viager en 1925, donc viager, c'est... Elle a quel âge quand elle signe un contrat de viager? Mais elle doit pas être très très vieille. Hein. Putain. En 1925. Donc Pierre compte bien en profiter, se dit si j'ai besoin de plus, je vais gérer. T'inquiète. Bah, T'inquiète, frère. Et c'est probablement lui qui a pris le contrat de viager. T'inquiète. Donc, il achète une gigantesque villa dans le Tarn et d'autres biens immobiliers. Il continue de sortir, il continue de dépenser, il continue de jouer. Et en 1928, Pierre est de nouveau ruiné. What? Il a dépensé 221 millions d'euros. Je sais pas. Mais tu sais, les gars, ils ont pas cette gestion de l'argent, quoi. Putain, il avait vraiment besoin de quelqu'un pour l'aider parce que là, il faut Pierre, le faire. Ça va pas du tout. Début 1929, Suzanne tombe malade. Les symptômes sont très proches de ceux de sa sœur quelques années auparavant. Isn't it suspicious? Very. Very suspicious. La jeune femme... Là, Georges, il va revenir au galop. Georges? C'est le frère. Ah oui, c'est vrai. Le beau-frère. Putain, j'ai même oublié ma propre histoire. Tu m'écoutes pour une fois. C'est pas pour une fois, c'est à chaque fois. Arrête tu réécouteras. Hein. Arrête tes conneries. Je reviens sur les détails que même toi t'as oubliés. Ouais, c'est pas genre. La jeune femme va agoniser pendant plusieurs mois. Elle va perdre la vue. Elle ne pourra même plus parler. Oh putain. Son état s'aggrave au printemps 1929 jusqu'à sa mort le 12 avril 1929. Pierre Laguet explique à la famille Alexandre que la cause du décès est héréditaire. Évidemment, sa sœur est morte également de troubles bizarres. Ouais, mais là, on va pas le croire. La famille Alexandre a fait tu vas pas nous avoir comme ça, Pierre. Ouais. Et il commence à douter de l'attitude du médecin. Donc, lorsqu'il a épousé Suzanne, Pierre Laguet avait ouvert une assurance vie au nom de son épouse. Et si elle venait à décéder, il touchait près de 100 000 francs, qui doit être à peu près 28 000 millions. Non, on est à 100 millions. Voilà. La moitié, quoi. Une fois encore, Laguet ne met pas longtemps à se remettre du deuil de son épouse. Cet enfoiré. Il faut vraiment que je regarde sur Google parce que franchement, le gars, pour se marier autant, il devait au moins avoir du bagou. C'est hyper souvent le cas. Hein. Tu sais, les mecs, 2 semaines sans baiser, c'est bon, donc je me remarie. Quand elle meurt, Et il faut quelqu'un pour s'occuper des enfants aussi, hein, parce qu'ils sont pas capables. C'est pas faux. Donc là, on est en avril. Hein. Elle meurt, on est en avril, ok? Je sais même pas quelle année, c'est pas la peine de spécifier le mois. Hein. 29. Mais dis-toi, on est en avril. D'accord. Ok. Donc ce détail est important. C'est important en avril. En août 1929, Pierre annonce vouloir se marier une 3e fois. Elle a une autre sœur, Sarah Non. Dommage. Avec une dénommée Paul. Avec un E. Ah, mais est he gay? Non, en français, Paul, ça existe. Avec un E à la fin? Ouais, dans les vieux prénoms. Je l'ai jamais vu. Donc, il souhaite se ranger en épousant l'une de ses maîtresses. Oh, mais c'est trop sympa. C'est quelqu'un de bien, ce Pierre. Mais sa sœur, à Pierre, je crois, Marie-Louise, fermement opposée à cette idée. Oui, je pense que c'est la sœur de Pierre. C'est peut-être une des sœurs à Sarah et Suzanne. On s'en fout. Bref, une sœur. Ouais.
Cette personne a une Cette relation personne, avec quelqu'un. Marie-Louise, a une sœur très sisterly et elle harcèle Pierre parce que Pierre lui a emprunté 172 000 francs, cet enculé. Oh, pardon. C'est genre 180 millions. Voilà, à peu près. Ils sont généreux avec Pierre. Quel- Je pense qu'il y a un problème avec les Pierre a un calculateurs gros- d'inflation parce qu'on dépasse les bornes là. Genre, Fin août 1929, Marie-Louise Laguet. Ah, Marie-Louise Laguet, c'est la sœur de Pierre. oui, voilà. Mais voilà. Elle est toute contente de comprendre son propre histoire. Marie-Louise Laguet, donc, a une légère toux. Ça commence comme ça. Jesus, Pierre. Après avoir passé des vacances chez Pierre, elle guérit rapidement et se remet de son empoisonnement. Pierre Laguet n'est pas inquiété parce que le médecin personnel de la malade, le docteur Rouleau, pense à une intoxication. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Pour éviter de rendre les 172 000 francs prêtés par Marie-Louise, Pierre verse de l'arsenic dans les soupes et les tisanes qu'il concocte afin d'empoisonner sa sœur, ce qui lui vaudra par la suite le surnom de Docteur Tisane. Et là, je m'imagine Pierre Doctor. qui doit être dégoûté, genre... Dr. Putain. Herbal Tea. Ouais, C'est pas très méchant, quoi. J'en suis à mon 3e décès. Et je suis Dr. Herbal Tea. Are you kidding me? Tisane. Ouais, ben voilà, un truc un peu plus... Punchy, quoi, merde. Ouais, c'est haché, quoi. Docteur Tisane, merde, Ouais. je vais devoir vivre avec ça maintenant. Donc le 25 décembre 1929, on aurait pu utiliser ça pour notre épisode de Noël. L'année prochaine, ils vont oublier. Comme Ouais, nous. ouais, j'avoue, on pourrait le refaire. Marie-Louise tombe de nouveau malade. Elle souffre pendant 4 semaines. Je suppose qu'elle a été chez son frère pour Noël. Est-ce que tu supputes? Je suppute. Parce que je suppute. Sans ne rien pouvoir faire pour lutter contre le mal qui la ronge. Ok, Christophe Fondelat. Mhm. À la mi-janvier T'aurais fait une 1930, ouais, de ouf. Son état empire malgré les soins du docteur Rouleau, le fameux. Donc les symptômes sont... Il est copain avec Non, le pas du tout. Rouleau. Non, c'est juste qu'il est pas bon. Ok. Les symptômes sont similaires aux précédents, mais cette fois-ci, le docteur Rouleau et le docteur Pages, il arrive sur l'histoire, on ne sait pas pour comment, réussissent à la soigner et décident de l'hospitaliser fin janvier 1930. En même temps, les soins dans, Ouais, les soins en 1930. 1920, 1930, les gars. 1930. Oui, mais bon, depuis le début de l'histoire, c'était pas la médecine à l'époque. Le 1er février 1930, il conseille à la famille de placer Marie-Louise dans un établissement spécialisé et ils interdisent les visites de Pierre. Donc ils se doutent qu'il y a baleine Et sous donc rocaille. là, elle va... Oh putain, mais j'adore celui-là. Et là, elle doit guérir vite. Voilà, les médecins Forcément. soupçonnent leur patiente d'être victime d'un empoisonnement et sont quasiment sûrs que Pierre Laguet a tenté de la tuer. Après 2 jours sans contact avec Pierre, Marie-Louise va bizarrement beaucoup mieux. Elle confie à son médecin que ces derniers temps, Pierre venait lui rendre visite tous les jours pour boire une certaine tisane. Et elle reconnaît qu'à chaque fois, je me sens pas très très bien en fait. Donc sur les conseils de ce fameux docteur Rouleau, Marie-Louise porte plainte contre Pierre Laguet pour tentative d'empoisonnement. Et la famille... Enfin, elle ouvre les yeux, quoi. Exactement. Et la famille Alexandre, donc de Sarah, se joint à la plainte. De Sarah et de la petite sœur de Suzanne. Suzanne, ouais. Donc le 10 février 1930, Pierre Laguet est arrêté et placé en détention provisoire. Bien qu'il clame son innocence, il est inculpé de 2 assassinats et d'une tentative d'assassinat. Et à Béziers, il y a une rumeur qui s'installe en fait. Marie-Louise aurait une liaison avec un homme marié qui lui aurait transmis la syphilis et l'aurait mise enceinte. Et du coup, ils disent que Pierre voulait juste discrètement l'avorter en lui faisant avaler de l'arsenic. Juste, Pierre est un bon samaritain. Ah ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Putain, n'importe Voilà. Tout simplement. Il voulait faire, entre guillemets, faire passer l'enfant et soigner sa maladie. En gros, à une époque où les femmes vaudraient mieux qu'elles meurent qu'avoir un enfant À sans une être mariées. époque, on est exactement dans cette époque aux États-Unis maintenant. Désolée. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est Oui, mais autre chose. ça Non, revient. c'est le contrôle Mais sur ça- le corps de la sur le femme contrôle aujourd'hui. de la À femme. l'époque, c'était... Voilà. Donc Marie-Louise est contrainte, pour pouvoir porter plainte contre son frère, à se soumettre à de nombreux examens médicaux pour prouver que non, je n'étais pas enceinte. Les résultats Comment tu déterminent... veux prouver ça? Parce que c'est les hormones, en fait. Non, ils peuvent pas prouver Si. que tu as été... Non, Si. Charlotte. Si. Ok, on va être d'accord de Pour ne mon pas histoire, être d'accord. oui. Tout à fait. Mais je suis navrée. Il y a beaucoup de femmes qui tombent enceintes. Elles savent même pas qu'elles sont enceintes. Oui, mais Ça dure une semaine, 2. biologiquement parlant, ils peuvent le voir. Ça dépend jusqu'où le grossesse Oui, est mais allé. en fait, Et en 1930, Apparemment, dans l'histoire, ils disent qu'ils ont pu voir. on va C'est ce que- investiguer. c'est Là, ce que- pour de coup, pour une fois, je vais investiguer. Eh ben, je vais écoute, revenir vers il n'y a vous. pas de souci parce qu'en fait, ils ont... Attends, où j'en suis Je sais plus où j'en suis. Ça, c'est my MO.
Ouais, voilà. Ok. Les résultats déterminent que non seulement la jeune femme n'a jamais été enceinte, mais qu'elle n'a pas non plus la syphilis, parce qu'il devait dire qu'elle avait la syphilis, mais surtout qu'elle a bien été empoisonnée avec de l'arsenic qu'on lui a fait avaler de façon régulière. Il n'y a rien de tout ça qui te disent comment ils peuvent prouver. Mais non, parce que je suis pas allée jusque-là. Mais en tout cas, les résultats sont là dans cet article. Elle n'a pas la syphilis, qu'elle n'est pas actuellement enceinte, je veux bien. Et que c'était quoi l'autre truc? Non. Elle n'a jamais été enceinte. Ok, passons. Il y a le troisième truc. C'est quoi le troisième truc? Vite. Le 14 mars 1930, les corps de Sarah et Suzanne sont exhumés en vue d'être autopsiés. Pierre Laguet assiste à la scène impassible. Il peut rien faire. De toute façon, c'est en train de se passer. Les conclusions révèlent que Suzanne Laguet a elle aussi été empoisonnée à l'arsenic. En revanche, il est impossible de dire de quelle manière précise est morte Sarah, le corps étant en trop mauvais état. Inculpé du meurtre de ses deux épouses, Pierre Laguet retourne en prison. Donc, alléluia. En avril... Merry Christmas. Merry fucking Christmas, people. En avril 1930, le corps de la tante de Pierre Laguet est également exhumé. Mais la mort de la tante, donc de Marie-Louise, je crois. Oui. Non, la sœur, c'est Marie-Louise. Ah oui, la tante, je sais plus. Je l'ai écrit il y a longtemps, cette histoire. C'est pas grave. Ayant eu lieu 7 ans plus tôt, aucune incrimination ne sera possible envers Pierre. En décembre 1930, donc Pierre Laguet est renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault et il est transféré à la prison de Montpellier en mai 1931. Côte à côte avec son ancien fac de médecine. Exactement. Le 3 juin 1931, Pierre Laguet est jugé à Montpellier pour les meurtres de ses deux épouses et de la tentative d'empoisonnement de sa sœur cadette. Le procès de Laguet, qui reste impassible tout au long des débats, fascine les amateurs de faits divers, donc nous. Toi. Moi. Le médecin... Et vous, les auditeurs. Et vous. Ouais, nous, on est des vrais. Le médecin continue inlassablement de clamer son innocence, arguant que c'est peut-être les victimes elles-mêmes qui venaient se procurer l'arsenic dans son cabinet. Yes, of course, that's the story. Voilà, donc oui, je vais me m'auto-mettre de l'arsenic parce que c'est fun. Parce que j'ai envie de mourir petit à petit, devenir aveugle, pas pouvoir bouger de mon lit. De vomir mon estomac. C'est super logique. Sympa. Le 9 juin 1931, il est reconnu coupable du meurtre de sa seconde épouse, en août 1929, ainsi que de la tentative d'assassinat de sa jeune sœur entre décembre 1929 et février 1930. D'accord. Mais il est acquitté du meurtre de sa première épouse en mai 1922. Okay. Donc la cour d'assises de l'Hérault le condamne à la peine de mort pour un meurtre et une tentative d'assassinat. Okay. Le 10 juin 1931, au lendemain du verdict, Pierre Laguet insiste auprès de son avocat, lui disant qu'il, entre guillemets, préfère l'échafaud au bagne perpétuel. Son avocat et lui forment toutefois une pourvoi en cassation et ce dernier est rejeté le 19 septembre 1931. Donc là, nous sommes le 29, donc 10 jours plus tard, septembre 1931. Le président... Attends, je retiens toujours avril 1929 au 30, c'était pas important ça? Bah, c'est juste que je vous fais l'histoire au fur et à mesure en fait. Ah d'accord, ok. Tout je simplement. peux arrêter de penser à avril. Oui, okay. Tout va bien. Donc là, septembre 1931. 31. Le président de la République, Paul Doumet. Je connais même pas celui-là. Moi non plus. Jamais entendu parler. Gracie Pierre Laguet. What? I don't know. Ce dernier est finalement envoyé au bagne à Cayenne en octobre 1931. C'est le sort des îles là où on a envoyé, exactement. Sympathique quoi, où il travaille. La punition. Ouais, on a envoyé Napoléon quoi. Enfin, notre île mais du genre. Non, Napoléon il est mort. Sur une île, là, sympathique. Non, il est mort, oui, effectivement, il était emprisonné, mais... Oui, mais genre, sur une île, c'était bien, quoi. Stéphane Bern, si tu nous entends, si tu es fan de ce podcast, s'il te plaît, il va vraiment falloir qu'on fasse un truc ensemble. Histoire de bourré, c'est quoi son truc? Histoire non, c'est pas histoire de bourré, alcoolisé. Je suis Ah, celui non, qui l'a fait, qui c'est pas lui qui l'a fait, mais, oui, mais il a été invité dans... c'est le seul truc pour lequel je connais. Histoire Pompette? Je sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai jamais vu Stéphane Bern. Alors, je suis désolée, il est trop drôle. Je fais une parenthèse parce que je suis absolument fan de Stéphane Bern et de l'histoire, voilà, tout court. Mais Stéphane, autant ma sœur, apparemment, est fan de Christophe Ondelat. C'est pas grave, voilà, mais moi, je suis fan de Stéphane Bern. Bref. Pierre Laguet est envoyé à Cayenne en octobre 1931 où il travaille plusieurs années comme infirmier. En 1938, il obtient une commutation de peine pour bonne conduite, évidemment, qui réduit sa peine à 20 ans de travaux forcés.
Ne pouvant plus Mais en supporter... tant qu'infirmier, quoi, genre hyper oui, mais dur, c'est ça, quoi. en fait. C'est pas, il est pas travaillé Non, mais en dans plus- les mines de charbon. mais Il est infirmier, Le quoi. pire, c'est ce que je vais dire là. Ne pouvant plus supporter d'être considéré comme un assassin, alors qu'il l'est, clairement, Bah oui. il se suicide le 1er septembre 1944 en avalant une forte dose de poison. Mais Et- très bien. Mais non, mais Moi, ça je- me dérange je suis pas que ces complètement personnes partent. il laisse une lettre qui sera découverte le matin même de sa mort et je vais finir avec cette lettre. C'est bien ça. C'est volontairement que je me tue, non pour me faire justice, mais parce que j'en ai assez. Inutile de chercher, si je vis encore quand on me trouvera, à me soigner. Avec ce que j'ai pris, ce n'est qu'une question de minutes pour que la mort soit là. Rien n'y fera. Adieu à tous, et je pardonne. Ben voilà, donc il savait très bien quelle dose il fallait pour tuer d'un coup. Exactement, c'est ce que petit je à me petit. dis. Le mec, il a juste Il devait juste avouer de nouveau. confirmé Ouais. qu'il sait exactement... Infirmé. Non, Ou infirmé. il a confirmé, mais tu peux le dire en français aussi. Qu'il savait ce qu'il... Confirmé. Oui. J'ai pas bien entendu. pardon. Mais en fait, on écoute avec les oreillettes, c'est un peu chiant, là. Non, moi j'adore. Et qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Ouais, clairement. Donc voilà, j'ai décidé de faire un petit gars du Sud, un petit gars de chez nous, Pierre Laguet. Un gars du Sud. Alors, c'est bien parce que moi, j'ai souvent choisi des histoires de chez moi. Il y en a vachement plus. Mais évidemment. Ce qui prouve qu'on a choisi le bon pays, le bon endroit pour y vivre de façon oui. continuelle et à long terme. Parce que la Californie, il y a des endroits sympas, compliqué. mais c'est compliqué. Voilà, Voilà. tout à fait. N'est-ce pas? Et on est pas mal ici. Voilà, on va finir en chantant. Ou pas. En fait, j'allais faire la petite sirène, du coup. Ah oui, mais moi Les meurtriers du Var. Non, alors, non, les poissons. je sais pas ce que je fais. C'était trop long. C'était génial. On vous adore. On vous aime. S'il vous plaît, like and subscribe. Abonnez-vous à notre podcast. Mettez des étoiles. Partagez autour de vous. Et merci de nous écouter. Merci. Bye. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.